Assalamu alaikum, bonjour tout le monde, en cette matinée de Ramadan. Je suis ravie vraiment d'accueillir dans les locaux d'Amani TV un plateau et un invité aussi prestigieux et des invités aussi prestigieux. Je suis tellement impressionnée et tellement, vraiment je me sens humble, petite. Vous me pardonnerez d'avoir écrit ce que j'ai à dire et de ne pas me hasarder à l'improvisation. D'abord parce que l'affection profonde que j'ai pour vous, adossée à la mémoire de mes parents, m'empêcherait de ne pas faire une introduction à votre hauteur. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vous reçois ici, invité spécial dont l'œuvre et l'engagement dessinent les contours de la pensée contemporaine. Alors certaines introductions sont des défis pour le cœur et l'esprit. Au-delà du lien qui nous lie par ailleurs, autre qu'intellectuel, vous êtes pour nous tous une figure de proue, le fils d'une terre inscrite dans vos veines et dans votre œuvre. Mais vous êtes aussi le fils du monde par la puissance de votre pensée. Vous avez sculpté bien des esprits en tant que professeur de philosophie, d'abord au lycée Blaise Gagne, ensuite à l'UCAD. L'Association sénégalaise des éditeurs ne s'y est pas trompée, elle qui vous a élevé au grade de grand champion des lettres et de la culture lors de la première édition de la rentrée littéraire du Sénégal, dont vous étiez par ailleurs le parrain. Vous êtes l'auteur d'une multitude d'ouvrages, essais, romans, parmi lesquels je vais vous en citer juste quelques-uns. Le Prince de Malal, un conte pour enfants, Le Prince Malal plutôt, un conte pour enfants publié en 1987, La Maison au Figuier, publié en 1992, Le Magicien de Badagor, publié en 1996, Les 5 secrets de mon père, publié en 2003, La Femme Parfum, j'insiste sur La Femme Parfum parce que nous sommes dans une journée spéciale, on en parlera un peu plus tard. La liste est longue, Les Dissidents, plus récemment Saraba, la Covid-19 existe, je l'ai rencontrée. Je voulais même rappeler que vous aviez soutenu une thèse en 1987 sur les systèmes de numérisation parlés des groupes Ouest-Atlantique et Mandé. Je ne sais pas si je me trompe sur le titre, mais en tout cas, une contribution à l'histoire de la pensée logique et mathématique. Là où on vous attend en philo et en lettres, on vous trouve en maths. Vous avez été le chef du département de philosophie de l'UCAD, conseiller du président de la République chargé de l'éducation, puis ministre de la communication et de la culture, considéré, selon moi, comme le meilleur de tous les temps. On ne compte plus vos distinctions. Chevalier de l'Ordre national du Lion au Sénégal, chevalier de l'Ordre des arts et des lettres de la République française, grand officier de l'Ordre du mérite en Italie. Vous êtes humble, assurément, mais je ne peux passer sous silence le magnifique récit publié en 2014, Philosophie sauvage, La vie a de longues jambes, dans lequel, avec votre talent naturel de conteur, vous abordez votre histoire du Fouta Toro à Dakar, puis à Paris, l'histoire de l'humanité, l'héritage colonial et bien d'autres thèmes. En un mot, vous nous proposez un voyage intime au cœur de l'humanité. Si j'ai tenu à souligner longuement votre ancrage et votre horizon, cher tonton, c'est parce que la personnalité que nous allons explorer tout de suite appelle une stature comme la vôtre, une figure qui nous est familière, qui hante nos imaginaires et commande notre respect. Un être de chair tout d'abord, puis de papier, qui incarne une vision perçante face au brouillard d'une époque, une autorité qui s'impose par la clarté du discernement face au défi collectif d'être soi sans se renier et habiter pleinement le monde. Parler de la Grande Royale, cher oncle, ce n'est pas seulement convoquer un souvenir littéraire. Même si j'ai repris mon aventure ambiguë, que j'ai retraversée et j'ai retrouvé toutes les sensations que j'avais en le lisant la première fois. L'œuvre exceptionnelle de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë, s'inscrit dans une chronologie qui bat au rythme de notre mémoire profonde et de notre actualité également. Hier, nous commémorions le Talata Nder, où
Le feu du sacrifice a consacré l'autorité des femmes du Waalo. Aujourd'hui, le 8 mars, le monde entier tourne son regard vers la condition et les droits des femmes. Dans votre œuvre, Monsieur le ministre, vous avez dessiné des figures féminines d'exception. Je me souviens de la maison au figuier. Je me souviens de la femme parfum. Des femmes qui ne subissent pas l'histoire, mais la portent, l'ordonnent, la transforment également. Au cœur de nos crises de sens et d'appartenance, la Grande Royale nous pose une question brutale d'actualité. Entre le feu de Nder et les promesses de la modernité, comment réconcilier nos racines et nos ailes pour répondre aux défis collectifs de notre souveraineté intellectuelle et morale? Nul n'est donc mieux placé que vous, cher oncle, pour nous guider dans le labyrinthe de l'histoire et du sens, vous qui savez lire les silences de l'histoire et les murmures du futur. Je m'efface avec l'humilité de l'élève et la fierté de la nièce, pour que votre voix soit notre demeure. Nous vous écoutons. Nous sommes toutes oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fatoumata. Et dans cette présentation, vous avez évoqué le titre de ma thèse. Vous avez commencé cette intervention sur le mode un peu de la plaisanterie. Le titre de ma thèse, Système de numération parlé. Un de mes condisciples, Blanchot, quand il a vu le titre, il a dit à ceux qui étaient autour de lui, mais pourtant, à l'école, il n'était pas bon en maths. Hein? Comment se fait-il qu'il fasse une thèse sur les mathématiques? Ce n'est pas du même ordre. La fréquentation des philosophes m'a fait découvrir une autre manière d'aborder la question des mathématiques, leur importance dans l'histoire des idées, etc., etc. Je te remercie beaucoup pour cette présentation. Je sais que tu y mets aussi beaucoup d'estime et d'affection à cause des rapports que j'ai avec tes parents, ta maman et ton père, qui étaient vraiment des amis, des frères et des sœurs. Et je voudrais saluer les parents, amis, collègues venus prendre part à cet échange et adresser mes salutations et mes félicitations à toutes les femmes du monde pour cette journée internationale des droits de la femme. Et je dois dire d'ailleurs, pour remercier Abdelwon et Amani Télévision, lorsqu'ils m'ont adressé cette invitation, ce n'était pas pour le 8 mars. Le prétexte, c'était de parler de la Grande Royale. Et on avait choisi une autre date. Ensuite, on l'a reporté au 8. Donc, une coïncidence tout à fait heureuse. Et je pense que parler de la Grande Royale le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, est une excellente chose. Remercier donc Mani TV, Abdel, ce n'est pas la première fois que j'interviens dans cette télévision. Il y a quelques années, celui qui était à l'affiche, c'était plutôt mon cousin Abou Bakri Khan, dans le cadre d'une thématique plus générale au Fouta, les pionniers, ceux qui ont ouvert des pistes à propos de cette grande question de notre culture, de la politique. Il n'était pas le seul dans cette émission, mais on m'avait chargé d'en parler. Alors, donc, c'est aussi un des principaux motifs pour lesquels j'ai accepté cette invitation. C'est d'abord parce que c'est l'œuvre, l'aventure ambiguë, c'est l'œuvre d'une personne qui nous est très chère. C'est aujourd'hui le patriarche de notre famille, qui a d'un âge assez avancé et qui nous confie des responsabilités qu'il ne peut plus exécuter lui-même en nous désignant ses cadets pour aller les représenter ici ou là. Donc c'est une personne qui nous est chère. C'est une œuvre universelle qui est devenue un classique. Et justement parce que c'est un classique, les personnages aussi ont un destin assez particulier, assez classique. Je dois avouer que le côté autobiographique de l'œuvre constitue aussi une motivation pour moi. L'aventure ambiguë, comme chacun le sait, n'est pas une œuvre entièrement autobiographique. La preuve, c'est que dans le roman Samba Diallo meurt, et Dieu merci, l'auteur de Samba Diallo est encore en vie. Donc, c'est une des preuves que ce n'est pas entièrement autobiographique. Mais il y a d'autres exemples qui montrent aussi
que ce n'est pas une œuvre autobiographique. Il y a quelques années, s'est organisé à Dakar le centenaire de la mort de René Maran, l'auteur de Batouala. Et un des participants, martiniquais, a fait des pieds et des mains pour rencontrer Cheikh Hamidou Kane. Il était d'un âge avancé, il n'accordait plus d'interviews et il a exprimé ses regrets. Le monsieur a beaucoup insisté, on lui a dit de passer par moi. Il pense que j'ai un pouvoir particulier sur mon cousin. Passer par moi pour obtenir ce rendez-vous. Ce n'était pas possible, mais j'ai demandé à ses enfants de transmettre sa question. Il voulait savoir si le personnage, un entier, que Cheikh Hamidou Kane décrit, il rencontre Samba Diallo au boulevard Saint-Michel, n'est pas telle personne qui vivait effectivement à Paris et qui a pris sa retraite en retournant à Martinique, etc. Cheikh Hamidou lui a répondu que ce personnage n'existe pas, qu'il l'a inventé, c'est une fiction. Par conséquent, tout n'est pas autobiographique. Mais les aspects autobiographiques m'intéressent, en particulier la Grande Royale. Et les personnages qui ont inspiré, les personnes réelles qui ont réellement existé et qui ont inspiré Cheikh Hamidou Kane, il en est au moins 3, dont j'ai connu les 2, et pas le 3e, et qui ont réellement existé. C'est le chevalier, qui est le père de Cheikh Hamidou. C'est Thierno, que je n'ai pas connu. Thierno, je connais ce village, il est de mon village. Il est né en 1870, rappelé à Dieu en 1938. Donc je ne l'ai pas connu. Quand il a été rappelé à Dieu, je n'étais pas encore né. Mais je connais bien sa famille, sa maison, ses enfants, ses petits-enfants, qui se battent. Et la Grande Royale, bien entendu, pour une raison que je vais indiquer tout à l'heure. Sous cet aspect, je sais que beaucoup d'exégètes de la Grande Royale, plutôt de la Maison Figuier, préfèrent considérer que les personnages sont des personnages emblématiques qui nous parlent beaucoup plus de la condition humaine sur un plan très général et que c'est cela qui importe le plus plutôt que d'insister sur les aspects particuliers et tout. Je ne nie pas l'intérêt pour une œuvre classique de considérer que des personnes sont représentatifs de quelque chose d'universel, c'est très important. Mais pour notre culture et pour ce que je sais de Cheikh Hamidou Kane, et parler de la Grande Royale, je ne peux pas ne pas accorder l'importance aussi à des aspects existentiels qui concernent certains personnages. Et précisément le cas de la Grande Royale. Alors, qui était cette personne qui a inspiré Cheikh Hamidou Kane pour créer le personnage de la Grande Royale? Elle s'appelait Binta Racine Kane. Et je l'ai connue, comme beaucoup de mes cousins et neveux qui sont ici l'ont connue également. Elle est née en 1886. Elle est décédée en 1974. 1974, c'est donc... moi, j'étais prof de philo au lycée Blaise Diagne lorsqu'elle est décédée. Donc, j'ai vécu avec elle. Je l'ai connue comme beaucoup l'ont connue. Sur le plan, toujours le mode anecdotique, quand j'étais à l'école primaire à Saldé, un jour, à la descente à midi, tout le monde descendait. Le maître m'a retenu. Et tout le monde savait que le maître m'a retenu. Dans le village, tout le monde m'a retenu. Le maître m'a reconnu à l'école. Pour une raison précise. Et lorsqu'elle l'a appris, elle a dit qu'on lui explique pour quelle raison il a été retenu. Si c'est valable, elle n'a rien à dire. Sinon, le maître l'entend. Et lorsqu'on lui a expliqué, elle a dit le maître a parfaitement raison. Il ne connaissait pas sa leçon, mais c'est parce qu'il l'aime bien qu'il le retient. C'est donc une personne que nous avons connue. Et dans le roman, elle est présentée comme étant la cousine de Samba Diallo. Alors, ça mérite une petite explication. Alors, si cousine, ça doit être cousine au sens de cousinage à plaisanterie. Sinon, du point de vue des relations parentales, ce n'est pas la cousine de Cheikh Hamidou, en tout cas. La Grande Royale, Binta Racine, a le statut de grand-mère vis-à-vis de Cheikh Hamidou. Elle est la cousine germaine
du grand-père paternel de Cheikh Hamidou et du grand-père maternel de Cheikh Hamidou. Elle est donc sa maman. Mais entre maman et petit-fils, nous savons dans nos sociétés qu'il y a des relations de plaisanterie. Et c'est peut-être cette tournure qu'a prise Cheikh Hamidou pour dire que c'est sa cousine. Mais ce n'est pas, du point de vue de la généalogie, ce n'est pas la parenté. Alors qu'est-ce qui lui vaut cette autorité, ce rayonnement dans la vie réelle et dans le roman? D'abord, c'est son statut social. Il vient d'indiquer, elle est la cousine de celui que Cheikh Hamidou appelle dans le roman le chef des Dialobé, qui est aussi sa cousine germaine, et elle est l'épouse de son grand frère. Donc ça lui donne un certain droit d'aînesse, même s'ils ont le même âge, du seul fait qu'elle est l'épouse de son grand frère, lui donne un certain droit d'aînesse. En plus, réellement, elle avait une position d'aînesse dans la société. C'est donc son statut social qui lui donne cette autorité et qui était connue de tous ceux qui l'ont connue. Ce n'est pas la seule femme, ni à Saldé, ni chez les Dialobé, ni dans la société alpulaar, à avoir ce statut d'autorité. Cheikh Hamidou s'en explique d'ailleurs dans différentes interviews. Il dit que ceux qui parlent de la femme africaine toujours comme une femme derrière l'homme et inférieure à l'homme n'ont pas tellement étudié la position de certaines dames dans les familles africaines qui ont, surtout quand elles sont des tantes, c'est-à-dire les sœurs des pères, elles ont la même autorité, la même position que les pères. Et il faut donc regarder ça de plus près. Ça lui donne donc une certaine autorité. Mais il y a aussi des qualités physiques et morales. Qualités physiques, par exemple, une scène assez touchante, c'est lorsque elle va voir Tcherno, elle trouve chez lui, elle est habillée, un boubou, des babouches dorées, avec une voilette. Elle le salue respectueusement, elle salue Tcherno respectueusement, se met à distance et commence à lui parler de sa manière d'éduquer Samba Diallo pour essayer de tempérer un peu son rigorisme dans l'éducation. Elle lui dit, vous lui faites réciter des litanies sur la mort. Ce n'est pas de son âge. C'est excessif. Mais cette description montre déjà, du point de vue des qualités physiques, elle a beaucoup de prestance. Le roman dit qu'elle a un visage large. Effectivement, elle avait de grandes pommettes. Et elle était grande de taille. Elle devait avoir au moins 1,80 m. Et ces qualités physiques ajoutent à sa prestance. Elle avait aussi beaucoup de qualités intellectuelles. Et c'est la phase que je voudrais aborder maintenant. J'ai écrit un petit texte que je devrais suivre du point de vue de mon plan. Mais étant un des nouveaux analphabètes des questions techniques, je n'ai pas su prendre les précautions nécessaires pour que ça ne s'efface pas au fur et à mesure que je vais parler. Donc je vais me débrouiller avec ça. Alors, les aspects intellectuels de son autorité, c'est d'abord qu'elle a le sens de l'initiative et elle est pragmatique. Et elle est douée d'une capacité de communication assez particulière. Alors, tous ceux qui ont lu l'aventure Ambegui se souviennent de cette scène exceptionnelle où elle convoque l'assemblée des Dialobé. Et elle dit hommes et femmes. La description est formidable. D'abord, ils sont disposés dans une figure géométrique qui est le carré. Même moi qui n'étais pas bon en maths, je sais que les carrés, c'est 4 côtés égaux. Et c'est important. Les hommes sont disposés sur 2 côtés et les femmes sur les 2 autres côtés. Elle arrive la dernière. Et tout le monde observe le silence. Cette autorité, cet ascendant qu'elle a sur l'Assemblée vient certainement de son statut social, mais aussi parce qu'elle sait parler aux autorités et elle sait parler aussi aux autres. Et le discours qu'elle développe là, c'est à la fois quelque chose sur
la place qu'il faut accorder à l'école, mais également désormais la place qu'il faut accorder à la femme. Elle dit, dans notre société, nous n'avons pas l'habitude de mettre les hommes et les femmes ensemble. Je les ai convoqués et désormais, il faut se mettre dans la tête que ça va être comme ça. Et ça, c'est du non-conformisme extraordinaire pour la société de l'époque. Je les appelle à être ensemble dans une même assemblée. Nous n'avons pas l'habitude de voir ça. Il faut que désormais nous nous habituions à cela. Et je voulais maintenant vous dire une chose. Ça, c'est la première citation, sa manière de s'exprimer par métaphore, avec des expressions qui sont des paradoxes dont elle apporte la solution au fur et à mesure. Elle dit, je n'aime pas l'école étrangère, je la déteste. Mais mon avis est qu'il faut y envoyer nos enfants. Voilà donc une première expression. On voit une sorte de contradiction entre la première proposition et la deuxième. Et c'est comme si elle maniait la dialectique, comme Maître Jourdain fait de la prose sans le savoir. Première proposition, je n'aime pas l'école, mais il faut y envoyer nos enfants. Et elle s'en explique. Elle s'adresse à des personnages dans l'Assemblée et lui dit, n'oublie pas ou représente-toi ce que nous faisons dans les techniques de culture. Les semences, nous en avons bien besoin pour manger, mais nous en distrayons une partie pour l'enfouir dans la terre. Elle pourrit, c'est la condition pour qu'elle renaisse et donne des fruits. La première métaphore qu'elle utilise et dont elle exprime. La deuxième métaphore, c'est à propos de l'école. Elle dit que les avantages d'envoyer nos enfants à l'école, c'est qu'ils vont y apprendre à mieux lier le bois au bois. Mieux lier le bois au bois. Ça signifie que cette société sait déjà lier le bois au bois. C'est une métaphore architecturale à propos des bâtiments. Effectivement, quand on regarde les bâtiments de la région du Fouta, de la région du fleuve, les bâtiments en banco, c'est une architecture solide, faite à base de terre, de paille et de bois. Et les gens ont une certaine technicité, une certaine compétence. Mais elle dit à mieux lier le bois pour construire des demeures qui durent longtemps. Et c'est là qu'elle voit l'avantage d'aller apprendre la technique des autres pour l'ajouter à celle que nous avions déjà. Elle dit aussi, dans une autre métaphore, ces enfants que nous allons y envoyer, il faut que nous acceptions de mourir en eux. Peut-être même qu'ils ne nous reconnaîtront pas. Et ça, c'est le premier aspect de la conception qu'elle a de l'identité, et que Cheikh Hamidou aussi a de l'identité. C'est le contraire même de l'identité repli sur soi. C'est déjà l'acceptation de l'ouverture et l'idée que l'hybridité est dans l'ordre des choses et que finalement, peut-être pour les sociétés à venir, il nous faut bien intégrer l'acceptation de l'hybridité. Notre identité comportera toujours nécessairement quelque chose qui nous vient d'ailleurs. Et de ce point de vue, j'ai l'habitude de donner cet exemple à propos des langues, et du cas du Pulaar en particulier. C'est quand je me suis intéressé un peu plus à la linguistique africaine que je suis revenu de certaines illusions à propos du Pulaar. Peut-être que 60% des termes Pulaar sont vraiment Pulaar, mais les 40 autres, ou nous les avons en partage avec le Wolof, le Sérère, etc., ou nous les avons empruntés au soninké, au mandingue, à l'arabe et au français. La langue Pulaar et toutes les langues du monde sont des langues hybrides. Elles vont le devenir de plus en plus. C'est donc une vision, et la Grande Royale n'est pas seulement pragmatique. Elle est pragmatique lorsqu'elle dit d'envoyer nos enfants à l'école. Et sa préoccupation, c'est de sauver cette société en y envoyant nos enfants.
Évidemment, ceux qui sont pour la résistance diront que c'est une attitude défaitiste. Ceux qui ne veulent pas de l'école française, qui la détestent, l'ont combattue. Elle n'a pas cette position. Elle dit, en visionnaire, il vaut mieux, pour sauver cette société, prendre ce que l'envahisseur a de mieux sans renier notre culture. Et dans le fond, le politique, quelle est sa mission? La mission du politique, c'est d'assurer aux citoyens et à la collectivité la sécurité et la paix, de vivre en paix. C'est cela qu'elle met en avant. Nous avons dans notre famille des parents qui ont été des chefs de canton et qui ont collaboré avec l'administration coloniale. Nous savons qu'il y a des gens qui les critiquent. L'explication qu'ils nous ont donnée, c'est exactement l'explication que la Grande Royale donne, et s'adapter. S'adapter ou non pas disparaître, mais en tout cas, un aspect, c'est ce pragmatisme-là, voir ce qu'on peut tirer des autres pour justement survivre sans oublier d'où nous venons. C'est donc, Cheikh Hamidou s'explique beaucoup dans ses interviews sur cette conception de l'identité. Et après la mort de Samba Diallo, qui vient de ce qu'il y a eu un échec de cette assimilation, de cette synthèse, quand il passe dans l'autre roman, Les Gardiens du Temple, montre bien qu'il est possible d'intégrer les apports extérieurs et de continuer à vivre son identité. Et c'est donc un des aspects fondamentaux de ce que la Grande Royale dit. Mais sa métaphore la plus célèbre, c'est une métaphore à la fois pédagogique et militaire. C'est celle qui... il la formule en même temps que le chef de Yalobé. C'est lorsqu'ils ont fini de convaincre Tcherno qu'il faut qu'il retourne à Louga. Dans le roman, il est dit simple L. L. C'est Louga, effectivement. Ses parents et ses grands-parents ont vécu à Louga. C'est là qu'ils ont fait connaissance avec Amadou Mokhtar-Mbow. Et lorsqu'ils ont décidé donc qu'il va aller à Louga pour entrer enfin à l'école française, et une scène touchante, elle l'a sur ses genoux, où je ne me souviens plus si c'est le chef de Yalobo qui est sur ses genoux, et elle lui dit, allez apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. Il faut aller à cette école. Alors évidemment, cet aphorisme, cette formule, à mon avis, il faut en avoir une lecture au premier degré, une lecture au deuxième degré. Sinon, on fausse ce que la Grande Royale voulait dire. Lecture au premier degré, pas de doute, il faut apprendre, aller apprendre les techniques. Et ça, c'est l'apprentissage. Mais l'apprentissage, c'est bien moins que l'éducation. L'apprentissage, c'est aller apprendre des techniques. La lecture, c'est une technique. Le calcul, c'est une technique. L'éducation fait appel à beaucoup d'autres valeurs. Et ce distinguo est important pour ne pas s'en tenir à la première lecture, à la lecture du premier degré. Il faut avoir la lecture du second degré. Lorsqu'il dit, justement, vaincre sans avoir raison, il y a à la fois de l'ironie et de la réserve. Apprendre, certes, mais elle n'approuve pas le fait de vaincre sans avoir raison. Elle nous renvoie ici à l'opposition entre ce qui est purement technique et ce qui est éthique. Ce qui est éthique, c'est de ne pas accepter n'importe quoi dans la technique. C'est comme aujourd'hui, les technologies sont répandues, c'est à nous de choisir ce qui nous va, ce qui ne va pas, ce qui convient et ce qui ne convient pas. Alors, évidemment, j'ai un peu tendance, sans faire de l'anachronisme ou peut-être des rapprochements abusifs, par exemple, ce que Rabelais fait dire à Gargantua, qui écrit une lettre à son fils Pantagruel, et qui lui dit, c'est bien, tu es allé apprendre. Mais attention, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est l'autre versant, l'aspect. Ou bien lorsque Césaire parle des armes miraculeuses, nous apprenons le français. Césaire dit un jour, je connais suffisamment de latin, le latin pour faire dire aux Français ce que je veux, à la langue française ce que je veux. Et c'est bien ce qu'il fait dans sa poésie,
Le cahier Retour Paysan, c'est extraordinaire. Il subvertit la langue, il fait dire ce qu'il... Les armes miraculeuses. Donc, la lecture au premier degré, c'est ce que c'est là. Et c'est là que la grande voyelle veut dire. Mais la réserve concernant, sans avoir raison, ça rappelle justement la part de l'éducation qui appelle le recours aux valeurs des Dialobé, ne pas oublier les valeurs des Dialobé. Allez apprendre les techniques, mais n'oubliez pas les valeurs des Dialobé. Et c'est cet aspect aussi qui fait partie, qui montre que la Grande Royale a un sens prononcé de la communication, les métaphores qu'elle utilise, qu'elle est visionnaire, elle est pragmatique. Je reviens avant de conclure et de parler un peu de Cheikh Hamidou encore, je reviens à cette scène de l'Assemblée de Dialobé. J'ai rappelé tout à l'heure que la forme, c'est le carré. Et que donc les hommes occupent les deux côtés, les femmes. Ça ressemble un peu, on peut le rapprocher métaphoriquement de la loi de 2010. Je crois que c'est le président Abdoulaye Wade qui a fait voter cette loi sur la parité absolue, qui dit 50%, 50%. Alors, comme nous sommes aujourd'hui la journée internationale de la femme et des droits de la femme, au Sénégal, comment ça se présente? Bon, il y a des progrès. Par exemple, dans les assemblées locales, je crois que les gens veillent maintenant à ce qu'il y ait 50%, 50%. Sinon, il y a des protestations. Mais évidemment, il y a beaucoup de progrès à faire sur les violences faites aux femmes, sur l'accès à des droits professionnels, sur les questions des salaires, etc. etc. Il y a donc, sans abuser, on pourrait dire que, effectivement, les arguments que j'ai déjà développés, la Grande Royale est pragmatique, elle est visionnaire, elle est attachée à la culture, à sa culture des Dialobé, mais l'aspect visionnaire consiste à dire, effectivement, il faut aller prendre chez les autres ce qui peut nous servir. Suleiman Bachir cite souvent cette phrase, ce passage du Coran, où Allah dit aux prophètes et donc aux musulmans, allez jusqu'en Chine, s'il le faut, prendre le savoir. C'est un peu ça. Alors je voudrais terminer par Cheikh Hamidou, lui rendre hommage, parce que les romanciers sont un peu des ventriloques. Il faut dire à leurs personnages ce qu'eux-mêmes veulent dire quelquefois, comme les marionnettistes, etc. Donc, beaucoup de choses qui sortent de la bouche de la Grande Royale, à part des qualités réelles, et qu'elle aurait pu, Binta Racine aurait pu effectivement prononcer. Ceux qui l'ont connue savent que c'est une femme d'autorité, qui a bien marqué son époque. Mais c'est quand même Cheikh Hamidou qui a écrit le roman, et c'est précisément sa vision du monde qu'il faut voir à travers les personnages. C'est lui rendre hommage, évidemment, parce qu'il insiste beaucoup dans ses interviews les plus récentes et un peu partout sur le caractère problématique de l'identité. Et je l'ai dit tout à l'heure, la mort de Samba Diallo dans l'aventure ambiguë montre bien que Samba Diallo, revenu au village, n'a pas pu résoudre cette question du fait même de l'attitude du fou, qui est un fanatique, et qui n'a pas pu comprendre la tentative qu'il avait d'assimiler ces deux aspects. Senghor, lui, dit dans un texte où il remercie René Maran d'avoir parlé de hostie noire, et où il disait précisément qu'il assimile, qu'il est tout à fait conscient de sa double culture d'Africain et de quelqu'un qui a été marqué par la culture occidentale. Senghor le dit de manière très, très explicite. Cheikh Hamidou aussi dit que son identité aujourd'hui, c'est l'identité de quelqu'un qui conserve les valeurs de Dialoubé, l'identité de musulman, et l'identité de quelqu'un qui a connu
utiliser, cultiver la culture occidentale. C'est en assimilant les trois aspects, les valeurs les plus importantes que constitue sa culture, son identité aujourd'hui. Et c'est cela qu'il a essayé de faire passer dans l'aventure ambiguë. C'est cela qui également se poursuit dans Les Gardiens du Temple. Et j'estime que c'est là une vision, une position que personnellement je partage et que nous devrions aussi, à l'occasion de cette journée internationale de la femme, essayer de développer parce que justement, un des aspects les plus importants de notre modernité, la démocratie a construit pour notre 21e siècle, parce que la démocratie qui existe jusqu'ici est importante, mais elle a aussi des limites, c'est celle qui immanquablement devra répondre à deux questions. Comment intégrer tous ceux qui sont marginalisés et exclus de nos sociétés et de la société internationale. Parmi ces marginalisés, il y a les apatrides, il y a tout étranger qui arrive chez nous, et il y a la femme. Ne pas les intégrer, c'est évidemment reconnaître une faillite, un manquement dans la démocratie qui parle d'égalité et de réciprocité. Et c'est pour cela que la vision de la Grande Royale, avec cette image de l'Assemblée, vise effectivement à l'intégration de la femme. La deuxième question, c'est la question de l'identité. De quelle identité avons-nous besoin pour construire un monde cosmopolite, c'est-à-dire un monde où chacun sera citoyen du monde. Cheikh Hamidou parle de cela et la conception qu'il a de l'identité répond justement à cette préoccupation. Voilà, je vais m'arrêter et parler et encore une fois, toutes mes félicitations à toutes les femmes du monde pour cette journée internationale des droits de la femme. Merci beaucoup. Eh bien, le silence s'impose après une si brillante leçon, quoi. Je ne sais, j'ai perdu mes mots, moi qui suis si bavarde. Vous nous avez posé 2 questions, en plus de tout le reste. Je laisse chacun retirer ce qu'il veut de ce que vous avez dit, qui est extrêmement riche, impossible à résumer. Je crois que j'ai pris plein de notes, mais c'est même pas la peine de les donner parce que c'était merveilleux. J'ai pris un plaisir que je n'ai pas ressenti depuis très longtemps. Moi qui n'ai jamais quitté l'école, eh ben, j'étais ravie d'être encore une fois face au plus brillant des professeurs. Voilà. Vous avez donné 2 questions à la fin de votre conférence. Comment intégrer les marginalisés et les exclus, les apatrides, les femmes? C'est une question tellement importante pour nous aujourd'hui. Et je me demande, moi j'ai envie de vous poser juste une question avant de poser la même question aux philosophes éminents qui sont ici. Vous demandez, est-ce que notre société est schizophrène? Est-ce que cette société qui porte au nu les femmes et qui peine tant à leur donner un minimum de droits, ne serait-ce que dans le code de la famille, est-ce que nous avons une société schizophrène? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Un peu provocatrice, je l'avoue. Ça, c'est ma vision un peu féministe des choses. Mais voilà. Oui, c'est évidemment une question complexe. À la fois, tout le monde est disposé à traiter tous les humains sur un pied d'égalité, mais nous avons évidemment des pesanteurs sociales, des obstacles à cela. C'est absurde quand on voit tout ce qui lie les hommes et les femmes, à la fois du point de vue relations familiales, relations parentales, l'amour quand les gens se marient et s'épousent,
l'affection qu'on a pour ses grands-parents, etc., etc. Et vraiment, tout cela montre qu'il y a un grand retard. Je ne pense pas que ce soit de la schizophrénie, mais c'est des lenteurs dans la prise de décision sur le plan juridique, par exemple. Prenons l'exemple du Code de la famille. Alors, ces présenteurs peuvent venir des hommes ou les femmes, et les femmes quelquefois. Le Code de la famille au Sénégal, je crois, date de 1972. C'est le président Léopold Sédar Senghor qui l'avait initié. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui demandent la révision du Code de la famille sur quelques aspects, par exemple la puissance parentale. Pourquoi faut-il que ce soit le mari qui exerce la puissance parentale? Bon, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont jaloux de ça et qui s'y accrochent. Mais il y a des femmes qui reconnaissent, qui acceptent volontiers que ce soit le mari qui soit puissance parentale. Peut-être pas les intellectuels qui sont à la pointe du combat, mais dans les familles, il y en a ces femmes à qui ça ne pose pas de problème. Alors, imaginons le jour où on va dire révisons le code de la famille. Aujourd'hui, puissance parentale, égalité. Si nous le faisons, nous sommes dans la parité totale. Bon. Maintenant, sur le plan existentiel, est-ce que c'est de même pour l'éducation, l'autorité sur la famille? Également, le code de la famille tel qu'il est rédigé aujourd'hui donne au père la principale autorité sur les enfants. Les femmes revendiquent la révision de cette disposition pour qu'il y ait une co-responsabilité. C'est ça qui est souhaitable, effectivement. Dans les faits aussi, on voit des expériences concrètes où il y a effectivement une co-responsabilité de la femme et des hommes, mais ça dépend des couples, ça dépend des familles, etc. Donc il y a des retards qui viennent sans doute quelquefois de politique réactionnaire, il faut le dire, de politique réactionnaire, c'est possible, mais aussi qui viennent de pesanteurs sociales qui, par exemple, qu'est-ce que la religion pense de ça? Un homme politique, président de la République, avant de faire voter une loi à l'Assemblée nationale, il n'est pas interdit de penser qu'il se préoccupe de ce que les institutions religieuses vont en penser. Et si elles ne sont pas favorables, de marquer un peu le pas, etc. Ce sont des pesanteurs de cette nature, je crois, qui expliquent ça. Mais dans les faits, il y a des cas aussi où il y a vraiment une complémentarité entre les hommes. C'est cet appel qu'il faut lancer, la complémentarité vraiment vécue, existentielle. Bon, c'est une réponse un peu... mais les autres... C'est très bien. D'ailleurs, je vais peut-être donner la parole à nos éminents invités, s'ils veulent réagir sur la même question, un peu provocante. Je regarde tout le monde. Qui aurait envie de parler de ça ou d'autres choses d'ailleurs, parce que vous avez également posé une autre question sur l'identité. De quelle identité avons-nous besoin aujourd'hui? Et là, mon regard se tourne vers le professeur Souleymane Bachar qui en est un des principaux penseurs. L'idée que l'identité ne doit pas être un identitarisme, c'est-à-dire considérer que l'identité est quelque chose de fixe dans le temps et également de fixe dans l'espace. L'identité, c'est toujours une identité en mouvement. Et il me semble que, et là, je suis absolument la lecture que Ablaye Ilman fait de la Grande Royale. L'identité est précisément une ouverture permanente. Et au fond, cette question qui s'est posée à elle, d'aller de demander à sa société de s'ouvrir à l'école occidentale, c'est une question, Ablaye le rappelait tout à l'heure, qui s'est posée à l'islam de manière générale. L'islam était à un moment donné une civilisation assurée d'elle-même. Elle était en pleine expansion et elle avait dominé le monde sassanide persan, le monde romain. Rome était Byzance beaucoup plus que la Rome en Italie à l'époque. Et pourtant, c'est une civilisation qui a su aussi se mettre à l'école des Grecs alors qu'elle avait dominé les Grecs. Mais c'était une manière de comprendre que l'identité est une identité en mouvement. Nous avons le monde de l'islam a perdu l'initiative à partir du moment où il s'est pétrifié
et a été dans une attitude purement défensive. L'idée que l'identité est une chose à protéger d'une mort prochaine, c'est déjà pour elle être morte. Si toute la pensée que j'ai de mon identité, c'est qu'elle est menacée par des forces extérieures, c'est que j'ai une identité rabougrie, défensive, qui n'a pas justement cette capacité d'appropriation. Et c'est le roman de Cheikh Hamidou Kane, ce qui fait sa force, ce qui fait que chaque fois qu'on le lit, d'ailleurs, on a l'impression de le lire pour la première fois. On le relit, il est toujours pas le même, parce que les questions qu'on apporte, active le roman autrement, c'est justement cela, nous faire comprendre que l'identitarisme est une chose qui fragmente, qui partage le monde, qui nous tribalise et en plus qui nous empêche d'avancer, alors que l'identité bien pensée est une identité assurée d'elle-même et suffisamment assurée d'elle-même pour s'ouvrir, y compris à la possibilité de sa propre perte. Enfin, ce moment fabuleux, effectivement, où elle dit « nous allons prendre le risque de mourir en nos enfants », ce sont des pages qui remuent chaque fois qu'on les relit. Et ça nous invite à résoudre le problème qui était le problème de Samba Diallo. En effet, penser qu'il était à la fois le Dialobé et qu'il était également le produit de cette école et qu'il s'agissait pour lui de penser les deux, non pas comme une juxtaposition, mais comme une nouvelle forme de son identité, une identité en mouvement. Et le fou met fin à cela. Parce qu'effectivement, le fou, lui, c'est le raté complètement. Son voyage en Europe s'est très mal passé, il en est revenu complètement traumatisé, et il a le sentiment que la même chose va se reproduire chez Samba Diallo, raison pour laquelle il l'assassine. Voilà, donc, et de ce point de vue-là, pour répondre à la question de la schizophrénie, la schizophrénie, précisément, consiste à penser que les identités ne peuvent qu'être juxtaposées et ne jamais s'entrepénétrer et donner quelque chose d'autre en mouvement, cette hybridité dont parlait Ablaye tout à l'heure. Parce qu'à ce moment-là, on a l'impression que les identités sont totalement incommensurables. La seule manière de vivre deux identités, c'est de les vivre dans la séparation et la schizophrénie. La schizophrénie, justement, c'est cela. Et même dans nos langages, nous gardons cette schizophrénie. Nous parlons encore de l'école française. C'est absurde de dire qu'une école est française. Aucune école n'est française ou arabe ou chinoise en tant qu'elle est école. Et ça, si nous pensons ainsi, et si nous pensons que, par exemple, les langues, l'idée qu'une langue est une langue coloniale. La colonialité n'est inscrite dans aucune langue. Il y a des langues qui ont été les langues des colonisateurs. Mais dire qu'une langue porte en son essence sa colonialité, c'est totalement insensé et absurde. Et donc, dès lors qu'on possède une langue, on la possède, elle est la vôtre. Et ce passage, moi, un passage qui me fascine dans l'aventure ambiguë, c'est quand la jeune communiste demande à Samba Diallo comment est-ce qu'ils t'ont conquis. Non, ce n'est pas la communiste, c'est l'autre femme. Voilà. Mais comment est-ce qu'ils t'ont conquis? Et Samba Diallo répond par leur alphabet. Ça veut dire qu'il aime l'écriture de la langue française. D'une certaine manière, il faut penser à la fois sa relation au texte coranique, qui est pour l'essentiel un texte. Alors, il faut le prononcer exactement comme il a été dit. C'est pour cela que le Tcherno est très dur envers lui. Et il trouve, en revanche, aussi une autre langue, la langue qu'il découvre, dont il découvre l'alphabet, qui est une langue malléable avec laquelle il peut jouer, et qui l'amène d'ailleurs à l'écriture. Si on pense qu'autobiographiquement, cela veut dire que c'est un roman sur l'accession à l'écriture. Et la possession de 2 ou 3 langues, d'ailleurs, la langue Pulaar, la langue du Coran et la langue française, voilà quelqu'un qui va voyager entre ces 3 langues et avoir des relations très différentes à ces 3 langues, et en cherchant une certaine harmonie là-dessus. Résoudre la question de la schizophrénie. Le schizophrène, c'est le fou. J'espère que Actuellement pas intimidé par les auditoires,
je dois dire que là, j'ai le trac. Parce que d'abord, mon père Abdoulaye Elimane Kane est, comme tu le dis si bien, une sommité intellectuelle. Celui qui a pris la parole avant moi, Souleymane Bachir, en est une autre. Mais je vais me risquer à faire quelques commentaires. D'abord sur les langues, la langue et l'identité. La langue, pour ce qui me concerne, j'ai toujours simplifié la question en me disant que la langue, c'est juste un moyen de transport. Moyen de transport des idées, moyen de transport des émotions, moyen de rendre intelligible ce que l'on ressent. Mais je ne fais pas un fétichisme de la langue. La preuve, c'est que nous parlons français. Nous aimons même cette langue-là parce qu'elle finit par devenir nôtre. Ce qui est important, s'il ne s'agissait que d'aligner des lettres de l'alphabet, le dictionnaire serait le plus beau poème. Il se trouve que ce qui donne de la couleur à une langue, c'est l'intérieur de celui qui la parle. C'est les sentiments, les émotions que la personne a en soi qui sortent à travers la langue et qui font la différence entre tel texte écrit par tel, parce qu'ils n'ont pas la même émotion, ni le même vécu, ni la même histoire. L'identité, c'est vrai que c'est une somme, nécessairement. On ne peut pas, nous, aujourd'hui, qui avons grandi au contact de plusieurs souffles, revendiquer une particularité. Nous sommes une synthèse de la culture poulard que nous avons tétée de nos mères, puisque c'est par là, parce que les femmes ont cet avantage, c'est elles qui font téter quand même. Et c'est donc elles qui impriment, je dis souvent aux femmes, si les hommes sont tordus, il faudrait peut-être que vous regardiez la manière dont vous les avez éduqués. Parce qu'il y a une responsabilité partagée dans la perception que les uns et les autres ont de notre vie en commun dans la société. Alors juste une petite incartade dans la problématique de la femme dans nos sociétés. Je pense qu'elle doit beaucoup à la déformation de la société occidentale qui a largement brimé la femme. Quand vous allez au Canada, vous verrez, il y a une plateforme derrière le palais du gouvernement où il y a des statues de femmes où c'est marqué « Nous sommes des personnes ». Jusqu'en 1940, elle n'avait pas le statut de personne au Canada. Ce qui est bien loin de nos réalités à nous. Tonton Abdoulaye Elimane parlait tout à l'heure du rôle de la badienne. La badienne est une figure non seulement emblématique, mais une figure d'autorité dans nos familles. Ces ressorts sociaux ont résisté tant bien que mal, mais c'est vrai que dans beaucoup d'aspects, notre rencontre avec l'Occident a défiguré, de mon point de vue, ce que nous étions. Et c'est ce qui, dans le livre aussi, dit une civilisation, c'est une architecture de réponses. Quelles sont les réponses et quelles sont les bonnes questions? Il faut peut-être regarder de ce point de vue-là si nous ne devons pas formuler mieux les questions qui interpellent notre société. Je vais m'arrêter là pour le moment. Tu me regardes avec... Non, mais je suis très étonnée qu'on en soit encore à nous dire que nous avons une vision occidentale des choses. Je suis très étonnée. Je voulais juste demander au professeur de revenir sur la question de l'identité dans l'aventure ambiguë, surtout en faisant un focus sur une autre citation qu'on peut trouver dans le livre, là où la Grande Royale, je crois, dit « Quand je leur demande d'aller à l'école, ils iront tous en masse, ils apprendront. Mais en apprenant, ils oublieront. Ce qu'ils apprendront vaut-il mieux que ce qu'ils oublieront ?» Je crois également ici, la recherche de l'équilibre et de l'identité commune est dans cette situation-là. Je voulais que le professeur revienne sur ça, si c'est possible. Effectivement, c'est une des belles expressions du roman qui peut s'interpréter de différentes manières. C'est un peu du même ordre que acceptons de mourir en eux. Mourir en eux signifie qu'ils va passer dans leur identité
ce qui vient de nous, de la société Dialobé, mais qui sera enrichi par d'autres apports. Mais effectivement, c'est une bonne question, c'est une question d'actualité encore aujourd'hui, de savoir si ce que l'on apprend vaut mieux que ce qu'on oublie. Toute la question est de savoir s'il y a effectivement oubli. Il y a oubli dans la mesure où, dans l'identité telle qu'elle est conçue par Cheikh Hamidou, il n'y a pas d'oubli. Il dit que notre identité doit effectivement être une synthèse. C'est la synthèse des valeurs dialobées, des valeurs de l'islam et des valeurs que la modernité occidentale, parce que l'occidentalisation du monde est un fait, par la technique et par d'autres choses, que nous avons intégré en nous également, en tant qu'être hybride. Alors, de ce point de vue, s'il y a apprentissage, il peut y avoir certainement oubli. Mais peut-être qu'on n'oublie pas tout, puisque la synthèse intègre quelque chose. Mais la bonne question, c'est effectivement quels sont les risques. Et là, on tombe, c'est le cas. Si Samba Diallo avait écouté le fou, effectivement, nous serions dans une situation où il n'y aurait que la société alpoulard, la société islamique et l'oubli du monde occidental. C'est parce que Samba Diallo ne pouvait pas supporter cela que justement ça s'est terminé de manière dramatique. Un repli sur soi. Comment? J'ai dit que ce serait encore un repli sur soi. Un repli sur soi, effectivement, voilà. C'est ça. La question est fondamentale, mais il y a toujours un risque de savoir si on est totalement aliéné. Être totalement aliéné, c'est devenir vraiment étranger à soi-même. C'est ça même la définition de l'aliénation. Être définitivement étranger à soi-même du fait qu'on s'est tourné vers une autre culture. Il doit y avoir sûrement peut-être des individus qui sont, mais pour les expériences que nous connaissons, et en tout cas celles que Cheikh Hamidou prône, il n'y a pas cela. Il y a plutôt une réponse positive, c'est l'intégration dans une synthèse de ces trois dimensions de l'identité. Bon, je crois que, comme tout le monde, on a été émerveillé par tout ce qui a été dit par le professeur Khan. Je rebondis un peu sur deux choses. La première, sur ce que Won a dit sur le Canada, où les femmes disent « nous sommes des personnes ». Et dire que l'apport des Africains pour la libération des Canadiennes, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est grâce aux ballets de Guinée, les ballets de Quai de Fodéba, que la femme canadienne a été libérée. Les Guinéennes ont dansé au Québec, et le Samoudjiko du Québec de l'époque avait porté plainte contre les ballets guinéens parce que des jeunes filles avaient dansé les seins nus. Et le juge québécois a donné un arrêt disant qu'elles avaient le droit de danser les seins nus. C'est ça qui a amené la libération des femmes au Québec. Bon, on ne le dit pas souvent, mais bon, enfin. Mais, professeur Khan, je voudrais vous interroger un peu sur le risque d'un intégrisme identitaire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les Cheikh Hamidou Khan, ou ceux qui sont venus un peu avant, ou comme vous, qui ont vécu le terroir, donc qui ont été imprégnés de leur culture de terroir, et aussi de l'islam, disons, qui sont partis en Occident, revenus, la plupart sont restés à Dakar. Ils ont eu des enfants qui n'ont pas vécu le terroir, mais qui ont quand même leur père qui a vécu ça. Et donc, ça commence à se diluer. Leurs petits-enfants, etc. De ce fait, il y a une sorte de, j'allais dire, de dissolution de la culture originelle dans une autre culture qui est aussi valeureuse, mais qui est une sorte de synthèse. Or, j'ai l'impression, mais c'est juste une impression, que des gens aujourd'hui estiment qu'il faut retourner à l'origine, qu'ils ignorent d'ailleurs, et finalement ils rejettent tout. Ils rejettent tout de ce qui est supposé de l'Occident. L'école française, la langue française, il y en a même qui rejettent maintenant l'islam et tout ça, parce qu'il faut retourner à une sorte
d'originalité pure qui de toute façon ne peut pas être retrouvée. Et là, je me demande, vous, est-ce qu'un État, puisque vous avez été ministre de la Culture, peut accepter ce retour à cette sorte d'intégrisme identitaire, étant entendu que souvent, l'altérité commence par le village voisin. Dès qu'on ne parle pas la même langue, on est étranger pour l'autre. Voilà, merci. Le repli sur soi, le refus de l'altérité, le refus de l'ouverture, si ça existe, bien entendu, c'est ça qui peut être source de toutes les difficultés. C'est cela que Amin Malouf appelle les identités meurtrières. Évidemment, bon, il y a peut-être des gens qui aiment cela, qui le pratiquent, mais c'est bien difficile aujourd'hui de pratiquer l'intégrisme identitaire. Un de mes anciens professeurs qui s'appelle Gilbert Simondo et qui a beaucoup travaillé sur la technique, qui a participé à la création de la première télévision française. Il a écrit beaucoup de choses sur la technique. Il dit la technique est certainement le seul objet culturel absolument universalisable. Tout le reste peut connaître des restrictions. Si je ne connais pas la langue de l'autre, s'il me parle, je ne comprends pas. Si nous ne partageons pas les mêmes valeurs, nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Je donne cet exemple pour expliquer pourquoi il est difficile aujourd'hui de pratiquer l'intégrisme identitaire. Si la technique est absolument universalisable, et elle l'est effectivement, je disais tout à l'heure, avant le début de la réunion, à Souleymane Bachir et à Adi, que j'ai un ami très cher qui est un éleveur analphabète qui vit à Ndiaye-Peul, c'est à la limite des départements de Podor et de Linguère, qui m'appelle tous les vendredis pour me faire Juma Moubarak. Tous les vendredis. Alors, quel est le chef religieux aujourd'hui? Quel est le fondamentaliste qui ne se sert pas de la technologie? Elle n'existe pas. On a même pensé que c'est justement la démocratie aux États-Unis et l'avancée de la technologie assimilable qui explique que les événements du 11 septembre 2001 puissent se produire. Donc, vouloir être fermé à tout progrès, à tout apport extérieur, ça peut être valable pour certaines valeurs, mais pas pour d'autres. Aujourd'hui, il est difficile d'être absolument sectaire, repli sur soi absolu en matière de... On se trouverait en contradiction permanente aujourd'hui si on voulait dire qu'on se replie sur une culture, quelle qu'elle soit. Quelle culture d'ailleurs? En général, les cultures que les gens considèrent comme étant authentiques, les gens ne savent pas qu'elles sont elles-mêmes des cultures hybrides. Je me rappelle une fois, un jour du mois de Ramadan, à l'Institut islamique de Dakar, quelqu'un faisait une conférence. Quand je suis entré dans la salle, je le voyais de dos. Il était en train de fustiger les intellectuels occidentaux assimilés. Et lui, comment il était habillé? Il était habillé comme un Saoudien. Et il ne se rendait pas compte que ça, c'est vraiment un emprunt. Pour lui, c'est naturel. Pour lui, être musulman habillé comme un Saoudien, c'est tout à fait naturel. Il ne se rend pas compte. Et souvent, c'est des gens incultes, ignorants, qui sont sectaires. En général, ils sont sectaires. Ignorants, méchants, haineux, qui sont sectaires. S'ils avaient tant soit de culture, ils se rendaient compte que dans leur comportement de tous les jours, ils ont une identité complexe tous les jours. Voilà donc un peu le début de la réponse que je pourrais donner. Voilà. Donc, madame, intégrisme identitaire, je ne sais pas comment tu as trouvé la formule, mais à mon avis, c'est impossible dans la société du 21e siècle que nous vivons aujourd'hui, parce que sinon, c'est un suicide immédiat ou c'est l'impossibilité de se conduire dans la société. À mon avis, c'est ça. Prof Ibrahim Assal. Oui, bonjour. Juste pour ajouter mon appréciation à ce que les observations qui ont été faites. Merci, professeur, pour la brillante intervention.
et Bachir également. Juste deux ou trois petites choses. La première, c'est que quelque part, je pense que tout intellectuel halpolar qui a fait le chemin vers l'Europe est un peu une sorte de Sambodjara, en quelque sorte. Moi, je me rappelle le drame qui a eu lieu quand mon père a décidé de m'envoyer à l'école. C'était carrément un drame dans le village, là. Et donc, on se reconnaît un petit peu dans ces personnages-là. Et je pense que c'est presque une autobiographie collective que Cheikh Hamidou a fait. Ça parle à beaucoup de gens. Je pense qu'il y a plusieurs choses. La citation que vous avez faite de mieux apprendre à mieux lier le bois au bois. Le bois au bois. Je pense que ça montre une sorte de révélation, en fait, d'un écart énorme technologique. Si on parle de sous-développement, je pense que ça, c'est la conscience du fait qu'effectivement, il se passe autre chose qu'on devrait maîtriser, il se passe autre chose qu'on devrait savoir mieux maîtriser, quoi. Donc, je pense que pour les théories du sous-développement, là, il y a quelque chose, et du développement. C'était extraordinaire comme formule et qui était vraiment bien vu, quoi. La question de la langue, je pense que pour comprendre les réactions un petit peu trop frileuses, là, c'est qu'il faut arrêter une vraie agression. C'est que la colonisation est venue avec un projet. Le projet, c'était de liquider les langues, les religions, les cultures, les spiritualités et tout ça. Et ça a laissé une profonde... ça provoque une transformation extraordinaire. Et donc, face à cela, c'est pour ça qu'il y a eu toutes les réactions qui constatent finalement, on rejette, le rejet, quoi, qui n'est pas, évidemment, ce n'est pas possible de rejeter, quoi. Voilà. Mais je pense que pour comprendre la virulence de la réaction, c'est aussi se rappeler de quel a été le projet, quoi. Le projet, c'est un projet de linguicide, d'épistémicide. Et ça, on vit encore avec ça quelque part, hein. J'ai personnellement plus facilité à m'exprimer en français sur les questions intellectuelles que de le faire en pulaar, qui est ma langue maternelle. Et on a observé une fracture au niveau de la communauté intellectuelle pendant longtemps. C'est des choses dont on discute, les Bachir et Ousmane Kane et d'autres. Le fait qu'il y a cette communauté des non-europhones qui a vécu une marginalisation dans nos communautés. Donc, la communauté intégrité au Codestria, on se comportait comme si, en fait, les seuls savoirs qui existaient, c'était le savoir, jusqu'à ce que les Bachir fassent le livre sur Timbuktu, et pour nous ouvrir à tout un horizon, à toute une bibliothèque qu'on ignorait complètement, et à côté duquel on passait, quoi. Donc je pense que vraiment pour prendre la pleine mesure de quel a été l'enjeu, c'est aussi se rappeler de ça, quoi. Pour dire que finalement, cette hybridité est nécessaire. Il faudrait qu'on fasse plus d'efforts pour regarder ce qu'on a, pour conjuguer mieux, en fait, les différentes choses, les cultures, les savoirs et tout ça, quoi. Voilà. Mais dernière chose que je voulais dire, c'est que la Grande Royale, c'est en fait la préfigure du féministe aujourd'hui, hein. Je ne sais pas combien de féministes africains s'inspirent d'elle, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir là. Le courage de dire que désormais c'est comme ça que cela va se faire. Ça, c'était extraordinaire. Et donc, on a des rôles modèles qu'il faut célébrer davantage. Mais merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Merci. Votre dernière remarque m'inspire juste quelque chose. La Grande Royale disait qu'il faudrait que nous acceptions de mourir un peu pour qu'autre chose renaisse. Et je me demande si notre société sénégalaise d'aujourd'hui, à travers des remarques que Baba Wan a faites tout à l'heure sur les femmes, est-ce qu'il n'y a pas des soubresauts comme ça? Est-ce que nous ne sommes pas aussi à l'orée de quelque chose qui se meurt, que nous avons peur, que les hommes, quelques hommes, ont peur de perdre le contrôle du sens et qu'il faudrait qu'ils meurent carrément pour que surgisse enfin la société égalitaire que nous attendons? Je me pose la question. Et je me dis que le jour où il y aura une vraie égalité, en tout cas, moi je suis persuadée que la Grande Royale avait tellement raison. Elle avait tellement raison. Et je me retrouve en elle,
Et c'est devenu un personnage, comment dire, aujourd'hui, le monde pullule de grandes royales. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'elles ne sont qu'une poignée de femmes qui ont un tel pouvoir et que la grande majorité des femmes de ce pays restent encore mineures. Voilà. Elles restent encore mineures dans le droit, dans le code de la famille. Elles ne deviennent jamais majeures. Et quand elles arrivent à la porte de la maison, automatiquement, elles perdent toute leur autorité. Bon, alors, tonton, c'est toi qui auras le dernier mot. Je me permets de te tutoyer, parce que le tutoiement chez nous n'exclut pas le respect. Voilà. Alors, moi, je voudrais vraiment vous remercier. Vous remercier parce que on est allé au-delà de l'émission, avec toutes vos contributions, les contributions qui se sont faites ici. Ça a été vraiment magistral. Moi, je suis sous le coup de cette émotion-là. Vous nous avez fait comprendre que l'identité n'était pas une citadelle de pierre et qu'il ne fallait pas s'y accrocher comme on accroche une pièce dans un musée. Vous nous avez montré que la culture était en mouvement. C'est quelque chose que vous avez toujours défendu avec beaucoup d'audace et de modernité. Et je voudrais vous saluer pour cela. Et vous avez rappelé que l'autorité féminine de la Grande Royale est une respiration nécessaire, presque. Et en ce 8 mars, la leçon, elle est énorme. Elles nous disent que les femmes de Nder nous ont laissé assurément des cendres, mais que la Grande Royale nous offre une vision et une boussole. Être une femme aujourd'hui, avec cette figure tutélaire, pour moi, je n'ai pas de mots pour le qualifier, et vous l'avez très très bien dit. C'est accepter aussi cette mission sacrée, une mission sacrée de la transmission, enfouir les semailles du passé pour que demain germe. Merci d'avoir rendu à cette figure toute sa complexité et sa grandeur. Merci de nous avoir rappelé également que le destin collectif se forge dans l'exigence de la pensée. Et merci à tous les philosophes qui sont ici de l'avoir également démontré. Alors, je ne sais pas, mais j'aimerais que vous reveniez dans d'autres espaces également, parce que la fraîcheur que j'ai ressentie dans votre exposé, eh bien, il y a des beaucoup plus jeunes que vous qui ne l'ont pas. Et donc, merci du fond du cœur. Et bravo à Mani TV et à Abdawan d'avoir initié ce plateau-là. Et je vous laisse le dernier mot. Merci beaucoup, Fatimata. Merci. Merci beaucoup pour ta participation et le rôle magnifique de modérateur que tu viens d'exercer. Et je voudrais vraiment remercier encore les parents, les amis qui, ce dimanche, mois de Ramadan, c'est pas toujours facile hein, quand on a fait le khud depuis 5 heures du matin, venir répondre à une invitation comme celle-là, c'est beaucoup d'efforts et vous en remercie beaucoup. Remercier aussi Abdelrahman Wol qui m'a contacté pour ça. Et encore une fois, lorsqu'on en a parlé, c'était pas encore l'idée du 8 mars, ce n'était pas encore là. C'était la Grande Royale. C'est ça qui m'a le plus motivé. Et le dernier mot, c'est de dire finalement que lorsqu'une œuvre devient classique, c'est ça justement la signification d'une œuvre classique. Elle est universelle, elle est enseignée dans les écoles, dans les universités. Et une des meilleures manières de montrer cette importance du classique, c'est lorsqu'on cite des formules, des aphorismes qui se trouvent dans cet ouvrage. Et et surtout, pour en revenir à Grasse, lorsque les personnages deviennent des archétypes, c'est-à-dire des modèles que d'autres imitent. Et ça se voit dans notre société. On connaît des gens qui ont appelé
les écoles, la Grande Royale. Lorsque vous vous adressez à une femme pour laquelle vous avez beaucoup d'estime, vous appelez « Oh, ma Grande Royale », etc. Ce genre de pratique montre bien que le personnage est devenu un archétype. Et de ce point de vue, vraiment, vous avez bien choisi, Armani, de proposer la Grande Royale en cette journée internationale des droits de la femme. Merci beaucoup. Alors, j'avais apporté mon livre, Mon aventure ambiguë, il est dans mon sac, et j'avais prévu de lire un petit passage. Alors, j'ai choisi tellement, je ne sais pas lequel choisir en premier. Il y a le passage où elle est décrite à la page 32. Lorsqu'il leva la tête, c'est lorsque la Grande Royale vient voir le chef des Yalobé. Lorsqu'il leva la tête, son regard rencontra un grand visage altier, une tête de femme comme mitouflait une légère voilette de gaze blanche. On la surnommait la Grande Royale. Elle avait 60 ans et on lui en eût donné 40 à peine. On ne voyait d'elle que le visage. Le grand boubou bleu qu'elle portait traînait jusqu'à terre et ne laissait apparaître d'elle que le bout pointu de ses babouches jaunes d'or lorsqu'elle marchait. La voilette de gaze entourait le cou, couvrait la tête, repassait sous le menton et pendait derrière sur l'épaule gauche. La Grande Royale, qui pouvait bien avoir 1,80 m, n'avait rien perdu de sa prestance, malgré son âge. Alors, plus loin, dit, les traits étaient tout en longueur, dans l'axe d'un nez légèrement busqué. La bouche était grande et forte, sans exagération. Un regard extraordinairement lumineux répandait sur cette figure un éclat impérieux. Tout le reste disparaissait sous la gaze, qui, davantage qu'une coiffure, prenait ici une signification de symbole. La Grande Royale était la sœur aînée du chef des Yalobé. On racontait que plus que son frère, c'est elle que le pays craignait. Si elle avait cessé ses infatigables randonnées à cheval, le souvenir de sa grande silhouette n'en continuait pas moins de maintenir dans l'obéissance des tribus du Nord, réputées pour leur morgue hautaine. Alors, le deuxième passage, c'est lorsqu'elle a convoqué l'assemblée des Yalobé. Jean du Yalobé, je vous salue. J'ai fait une chose qui ne nous plaît pas, vous l'avez raconté tout à l'heure, et qui n'est pas dans nos coutumes. J'ai demandé aux femmes de venir aujourd'hui à cette rencontre. Nous autres Yalobé, nous détestons cela, et à juste titre, car nous pensons que la femme doit rester au foyer. Mais de plus en plus, nous aurons à faire des choses que nous détestons et qui ne sont pas dans nos coutumes. C'est pour vous exhorter à faire une de ces choses que j'ai demandé de vous rencontrer aujourd'hui. Je viens vous dire ceci. Moi, Grande Royale, je n'aime pas l'école étrangère, je la déteste. Mon avis est qu'il faut y envoyer nos enfants cependant. Je dois vous dire ceci, ni mon frère, votre chef, ni le maître des Yalobé n'ont encore pris parti. Ils cherchent la vérité. Ils ont raison. Quant à moi, et c'est là que sa stratégie s'affine. Quant à moi, je suis comme un bébé, comme ton bébé Kumba. Regardez-le. Il apprend à marcher. Il ne sait pas où il va. Il sent seulement qu'il faut qu'il lève un pied et le mette devant, puis qu'il lève l'autre et le mette devant le premier. Hier, Ardo Yalobé, vous me disiez, la parole se suspend, mais la vie, elle, ne se suspend pas. C'est très vrai. Voyez le bébé de Kumba. L'école où je pousse nos enfants tuera en eux ce qu'aujourd'hui nous aimons et conservons avec soin à juste titre. Peut-être notre souvenir lui-même mourra-t-il en eux. Quand ils nous reviendront de l'école, il en est qui ne nous reconnaîtront même pas. Ce que je propose, c'est que nous acceptions de mourir en nos enfants et que les étrangers qui nous ont défaits prennent en eux toute la place que nous aurons laissée libre. Alors il y en a tellement d'autres, j'en ai souligné une multitude, mais je sais que c'est impossible. Tout le texte est beau. Tout le texte est magnifique et moi je ne m'en lasse jamais.
Alors, je ne sais pas si aujourd'hui est un jour de fête. Pour moi, c'est un jour de lutte et de combat pour que les droits des femmes deviennent effectifs et qu'ils ne s'arrêtent pas au papier, qu'ils deviennent vraiment effectifs. Ce n'est pas un jour de fête, c'est un jour de lutte. Merci.